Professeur Alexandre Mebaza. Merci beaucoup, merci pour l'invitation, merci d'être resté aussi tard. Ce que je vais essayer de faire, c'est que, en fait, vous allez voir que le début de mon topo va très bien aller avec les deux premiers. Je vais parler de l'OAP, de l'insuffisance cardiaque aiguë, du choc cardiogénique. Et puis, je vais vous emmener petit à petit vers un tout petit peu de science-fiction et vers là où on va possiblement aller dans les années qui viennent. Et je vais vous montrer des résultats très récents de notre équipe. Et comme je disais tout à l'heure à nos modérateurs, c'est plutôt à Alice Blé de faire le topo, parce que vous verrez que beaucoup des données que je vais présenter sont des données générées par Alice. Alors, les principaux messages de ce que je vais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, nous faisons déjà de la médecine personnalisée. Quand on fait des algorithmes, c'est de la médecine personnalisée, même si ce n'est pas nécessairement très précis. Les recommandations des sociétés savantes, vous allez voir quelques-uns, c'est vraiment pour nous guider vers une médecine personnalisée. Mais néanmoins, il manque la valeur médecine de précision, et puis je vous dirai à peu près ce qu'on pense de cette médecine de précision. Alors, la médecine personnalisée, j'ai eu l'honneur donc de faire partie de ces guidelines 2021 sur le traitement de l'insuffisance cardiaque aiguë et de l'insuffisance cardiaque chronique. On voit que quand il y a un algorithme, c'est de la médecine personnalisée. Vous voyez que ce malade, il vient avec un OAP. On commence par mettre en place ce que Audrey nous a bien expliqué. On arrive ici, la pression artérielle, soit elle est supérieure à 110, on va là, soit elle est inférieure à 110, on va là. Donc on voit bien que c'est de la médecine personnalisée. Quand la pression artérielle est supérieure à 110, donc il est marqué ici diurétique et vasodilatateur. Donc je vais m'arrêter quelques secondes ici parce qu'il y a des données extrêmement récentes qui vont vous aider peut-être à révolutionner le traitement de l'OAP dans vos services. Donc tout d'abord, les guidelines de 2021, qu'est-ce qu'ils disent? Là aussi, médecine personnalisée. Est-ce que vous aviez des diurétiques par voie orale à la maison? Sinon, quand vous venez pour un OAP, on vous donne 20 à 40 mg d'IV en furosémide. Si vous aviez déjà des diurétiques par voie orale à la maison, on vous donne 1 à 2 fois la dose orale journalière. On vous la donne en bolus intraveineux de furosémide. Et ensuite, nous, ce qu'on propose, c'est de surveiller les urines. C'est probablement la première fois que c'est aussi clairement recommandé. Et s'il y a beaucoup de sodium qui sort dans les urines, donc plus de 50 à 70 milléquivalents dans les 2 premières heures, ou si vous ne pouvez pas mesurer le sodium, vous regardez le débit urinaire. Si vous avez 1 litre qui sort au bout des 6 premières heures, donc là, il suffit de répéter la première dose pour les prochaines 12 heures. Mais si vous n'atteignez pas ces doses-là, sodium dans les urines ou un débit urinaire, c'est que vous n'avez pas mis assez de diurétique. Et là, on vous propose de mettre 2 fois la dose qui avait été mise initialement. Donc vous voyez bien qu'on est vraiment dans de la médecine personnalisée. Là aussi, le temps joue, puisqu'on est vraiment dans les premières minutes ici. Et donc ça, c'est un travail de nos amis japonais qui montre que quand les diurétiques sont mises et injectées vraiment dans les premières minutes en arrivant aux urgences, en fait, la mortalité est nettement moindre que chez les malades pour lesquels on a attendu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire attendu? Ici, vous avez la probabilité de survie en fonction du moment où les diurétiques ont été injectés. Vous voyez que au-delà de la 2e ou de la 3e heure, vous pouvez mettre la dose que vous voulez à partir du moment où vous avez attendu. En fait, ça ne va pas bien marcher et qu'il vaut mieux donner des diurétiques dans les toutes premières minutes. Vous aurez un meilleur effet sur la mortalité. Et je voulais partager avec vous cet article qui vient de sortir il y a quelques semaines, auquel j'ai eu l'honneur de participer. Donc ça, c'est l'étude ADVOR, qui, à ma connaissance, est la première étude positive dans l'OAP, dans l'insuffisance cardiaque aiguë. Qu'est-ce qu'on a fait? En fait, on a imaginé chez ces malades qui sont en OAP, en insuffisance cardiaque aiguë, de combiner l'acétazolamide, donc le Diamox en intraveineux, avec le Lasix. Donc le groupe acétazolamide, il a du Lasix en IV et 500 mg de Diamox 1 fois par jour versus le furosémide tout seul. Et vous voyez qu'au 3e jour, les malades sont beaucoup plus décongestionnés dans le groupe combinant l'acétazolamide et le furosémide. Et on voit que le score de congestion est nettement amélioré et le résultat est encore plus spectaculaire le jour de la sortie de réanimation. Et vous verrez dans l'article que tous les paramètres de congestion sont améliorés. Alors c'est clair et net, aujourd'hui, il faut donner l'association acétazolamide diurétique quand un malade vient pour un OAP. Quid des vasodilatateurs? Moi le premier, depuis des années ou pendant des années,
J'ai poussé pour qu'on utilise des vasodilatateurs aux urgences quand un malade venait pour un œdème aigu du poumon. Et donc avec Jonathan Freund et tous les grands urgentistes que vous voyez là, on a décidé de voir si c'est vrai ou pas vrai. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a fait deux choses. La première, c'est qu'on a dit on va vraiment donner des dérivés nitrés. Donc dans le groupe intensif, on donnait un bolus de 3 mg qu'on continuait à donner jusqu'à ce que la pression artérielle soit modifiée. Donc dans le groupe intensif, en IV, on avait donné 27 mg, alors que le standard of care aujourd'hui, malgré tout l'enseignement, était à 0 mg de dérivés nitrés par voie intraveineuse. Parallèlement, on a aussi surveillé toutes les causes d'admission ou de décompensation de la cardiopathie. Vous voyez 59% dans le groupe intensif, 23% dans le groupe standard of care. Donc on était non seulement très fort en vasodilatateur, mais aussi très très agressif sur la cause. Est-ce que ça a eu un résultat? Le résultat est non, puisque quand on a regardé l'objectif primaire, donc réhospitalisation et mort, dans les 30 premiers jours, il n'y avait aucune différence. Et donc, dans les derniers guidelines de l'ESC, ceci avec un autre travail fait par des Suisses, publié aussi dans JAMA, il a été donc montré que les vasodilatateurs donnés de façon systématique pour un OAP n'entraînaient pas de modification de l'outcome. Donc vous voyez bien que là, même si on est très précoce, même si on est très agressif, il y a des traitements qui marchent et d'autres qui ne marchent pas. Un autre domaine dans lequel la médecine personnalisée fait d'énormes bonds, c'est le choc cardiogénique qui, pendant des années, a été un peu abandonné en termes de recherche et qui, là, est en train de revenir très, très fort. Donc là, c'était un papier publié il y a quelques années où, effectivement, on proposait une stratégie suivante. Dans les 6 premières heures, le malade va en salle de cathé, il a une échocardiographie pour voir s'il y a des causes mécaniques pour que le malade aille éventuellement au bloc opératoire. On fait l'angioplastie, on fait les premiers traitements et ensuite le malade vient en réanimation. Et en réanimation, on s'occupe, et ça c'est vraiment la réanimation moderne de l'arrêt cardiaque et du choc cardiogénique suivant en tout cas l'arrêt cardiaque, c'est qu'il faut aussi s'occuper du cerveau, mais aussi du rein, du poumon et de l'hémodynamique. Et vous voyez ici que dans l'hémodynamique, suite à donc une étude Optima CC qu'on a publiée dans JACC, on a pu montrer que l'adrénaline était délétère chez les malades en choc cardiogénique et qu'il faut soit ne pas mettre d'adrénaline, soit vite l'arrêter quand le malade vient après un arrêt cardiaque et le switcher pour la noradrénaline. L'adrénaline est toujours associée à un excès de mortalité. Et ça, on l'a prouvé dans une méta-analyse de plus de 3000 malades. Donc, pourquoi on rentre dans une médecine personnalisée? Parce que depuis quelques années, et ça c'est un travail dans lequel Alice Blé a beaucoup participé, donc la société américaine des coronarographistes a décidé, pour qu'on s'occupe mieux des chocs cardiogéniques, de les diviser en 4 étapes. C'est ce qu'on appelle les Sky Stage. Donc aujourd'hui, quand vous ouvrez n'importe quelle revue générale dans le choc cardiogénique, vous allez voir les Sky Stage. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que AB, on est au tout début du choc cardiogénique, on n'a pas encore des signes très très clairs. Vous voyez que le stage B, dont je vais vous parler dans un instant avec un nouveau médicament, ce stage B, on voit qu'il y a une altération des paramètres hémodynamiques, mais les lactates sont normaux. Ici, on voit bien qu'on peut avoir une restauration par des médicaments, mais qu'on n'a pas besoin de mettre de l'ECMO. Et il y a des stades qui arrivent beaucoup plus graves que ça. Donc on a le stade classique, le détérioré, et le E, qui est le stade le pire. Dans le stade B, qui est donc le début du choc cardiogénique, avant qu'on ait une détérioration, on vient de publier cet article avec une nouvelle molécule qui n'est pas une catécholamine, s'appelle l'histaroxime, et qui peut-être, vous l'utiliserez dans quelques années. Cette molécule, l'histaroxime, donnée de façon à l'aveugle entre deux groupes, un groupe qui l'avait, histaroxime, et un groupe placebo. Vous voyez ici, pour la première fois, quand on regarde la pression artérielle, il y a une augmentation de la pression artérielle sans aucune modification ni de la fréquence cardiaque, ni d'aucun paramètre négatif. Donc vraiment, ça donne beaucoup d'espoir à la prise en charge des chocs cardiogéniques. La médecine personnalisée, ce n'est pas uniquement, vous avez vu, les algorithmes dans les premières minutes, mais c'est aussi quand le malade quitte les urgences, quand les malades quittent la réanimation. Et je me permets de vous montrer ici effectivement un travail d'Alice Blé qui montre que, alors que la mortalité pendant le séjour en réanimation dépend beaucoup de la raison pour laquelle le malade est arrivé en réanimation, ici, quand le malade quitte la réanimation vivant, ici au moment 0, et quand on regarde pendant l'année qui suit quelle est la cause de décès
de ces patients. Vous voyez qu'ici, la ligne rouge, avec un AUC pas loin de 80, ce sont les comorbidités. En fait, la raison pour laquelle le malade décède dans l'année qui suit la sortie de réanimation, ce n'est pas du tout la cause d'arrivée. Vous voyez que le SOFA score et la SAPS-2 ne jouent pas. En revanche, vous voyez que le Charlson score et les comorbidités sont très, très élevées. Et ceci a été confirmé par l'analyse, une deuxième analyse de l'étude de Frog ICU par Sabri Souci au Canada, où il a identifié chez les malades qui quittent la réanimation, ils se ressemblent tous, mais en fait non, il y a 2 sous-types avec 2 pronostics complètement différents. Et il a pu montrer dans cette étude de Frog ICU que alors que tous les malades qui sortent de réanimation, ils se ressemblent tous, en fait non, on va voir qu'il y a 2 sous-types avec 2 types de survie complètement différentes. Vous voyez un sous-type A qui survit beaucoup mieux que le sous-type 2. Et quand regardez quelles sont les différences, en fait, il y a des biomarqueurs, il y a des dysfonctions qui permettent, dès la sortie de réanimation, de dire celui-là a un mauvais pronostic ou celui-là est un bon pronostic. Et ça permet éventuellement de modifier la prise en charge. Dans les minutes qui viennent, je voudrais vous emmener tout doucement dans un autre monde, qui est le monde des biothérapies. La biothérapie existe beaucoup en cancer, existe beaucoup dans les maladies inflammatoires, mais aujourd'hui n'a pas encore touché la réanimation. Et comme vous allez le voir dans un instant, c'est très probablement, ou en tout cas possiblement, un domaine dans lequel on va rentrer tout doucement. Alors je vais vous parler de 2 protéines, une qui s'appelle l'adrénoméduline et l'autre dans un instant qui s'appelle le DPP3. L'adrénoméduline, en fait, c'est une protéine qui est fabriquée par les cellules endothéliales et qui représente la fonction endothéliale. La créatinine, c'est la fonction rénale, la troponine, c'est la fonction cardiaque. Et le vaisseau, il a été montré que les vaisseaux, les cellules endothéliales du vaisseau, il y avait un marqueur qui est l'adrénoméduline. Cette adrénoméduline, en fait, a un rôle fondamental parce qu'elle garde l'intégrité des cellules endothéliales, elle garde ces cellules endothéliales bien fixées les unes aux autres, et elle permet également de moduler la tonicité des cellules musculaires lisses. Au moment du sepsis, qu'est-ce qu'on voit ? On voit une énorme augmentation de la fabrication de l'adrénoméduline qui va ouvrir ces cellules endothéliales, laisser du plasma passer et va entraîner un excès de vasodilatation. Et donc l'idée, dès le départ, et ça c'était la thèse de science d'Alice Blay, était de moduler cette voie de l'adrénoméduline et de voir ce que ça donne. Et donc dans ce travail-là, qu'est-ce qu'on a pu voir ? Après toutes les études de préclinique, on a pu voir si on pouvait donner l'anticorps anti-adrénoméduline à des malades en état de choc septique. Donc c'est l'étude Adrenos 2 qui est sortie l'an dernier avec donc la méthodologie à laquelle Alice Blay avait participé. Donc c'est un grand nombre de patients qui ont été randomisés, 3 bras, un bras avec l'anticorps anti-adrénoméduline à 4 mg, à 2 mg et le groupe placebo, et les malades ont été suivis. Donc, comme je vous ai dit, 300 patients ont été étudiés. Au point de vue sécurité, l'anticorps, quelle que soit la dose, ne pose pas de problème. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on voit ici les variations de dysfonction d'organes et de la mortalité, on voit des signaux qui sont très intéressants. Alors tout d'abord, on va regarder le groupe placebo. Le groupe placebo, c'est donc le groupe des malades qui rentrent aujourd'hui en réanimation avec un état de choc septique. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit que le malade arrive ici en état de choc septique à l'admission, donc ça a été fait vraiment dans les heures qui suivent l'admission, et on voit en fait que malgré la réanimation, malgré le fait que toutes les équipes sont autour du patient, le patient continue de s'aggraver en fait dans les 24 premières heures, et il ne récupère qu'au bout du 2e, 3e jour. Et on voit que cet anticorps anti-adrénoméduline va permettre de prévenir cette aggravation et va améliorer les choses beaucoup plus vite. Et il y a également un signal qu'on peut percevoir, pas significatif, mais qu'on peut percevoir au niveau de la mortalité. Et ce qu'on a pu voir aussi dans cette groupe Adrenos 2, c'est qu'il y avait aussi de la mortalité cellulaire qu'on pouvait retrouver dans le plasma avec cette molécule qui s'appelle le DPP3. Qu'est-ce que c'est ce DPP3 ? C'est une molécule qui en fait ne peut se trouver qu'à l'intérieur des cellules, comme la troponine se trouve à l'intérieur des myocytes cardiaques. Quand il y a un infarctus du myocarde, la membrane s'ouvre, la troponine sort. C'est la même chose pour le DPP3. Quand les cellules hépatiques, rénales, etc. meurent, le DPP3 sort. Et la différence entre la troponine et le DPP3, c'est que la troponine n'a aucun effet biologique dans le sang, alors que le DPP3 est une enzyme qui est très très active et qui va très très vite détruire l'angiotensine 2 et d'autres molécules. Donc dans ce premier travail, ou un des premiers travaux qu'on a fait dans le choc cardiogénique, on a pu clairement voir
quand on a dosé le DPP3 à l'inclusion 24, 48 heures et 72e heure, on voit que les non-survivants d'emblée ont un taux de DPP3 qui est nettement élevé, surtout quand ils font un choc réfractaire par rapport aux autres. On a pu voir dans 4 types de chocs différents, le choc cardiogénique, le choc septique, que plus le taux est élevé, plus la mortalité est élevée, donc aussi bien dans le choc cardiogénique que le choc septique. On l'a également regardé dans les chocs liés au brûlé et dans le choc hémorragique, et chaque fois on voit le même message. Plus ce DPP3, qui normalement se trouve dans les cellules avec quasiment pas de concentration dans le plasma, plus il est présent, plus il est élevé, et plus le malade meurt. Mais en fait, ce que je vais vous montrer dans un instant, c'est que, et c'est ça qui est vraiment magnifique et qui va nous faire repenser complètement le choc, c'est que cette molécule-là, comme je vous l'ai dit, elle a un effet biologique. Et regardez ce qui se passe ici. Quand vous prenez une souris complètement normale et que vous injectez du DPP3, il y a une dépression myocardique qui arrive dans les minutes qui suivent. Donc ce produit qui est dans le sang est probablement associé à une dépression myocardique. Mais peut-être encore plus fort, on va donner un anticorps qui va inhiber l'effet du DPP3 chez des souris qui sont en insuffisance cardiaque. Donc vous voyez ici des souris en insuffisance cardiaque, il y a une dépression myocardique. Maintenant, d'autres souris ici en dépression myocardique. Ici, on va donner l'anticorps. Et regardez ici, en 1 heure, on a récupéré complètement une fonction contractile. Donc aujourd'hui, chez les malades, chez nos malades qui sont en état de choc, avec un DPP3 élevé, très probablement, il y a un facteur dans le sang, dans le plasma de dépression myocardique, et qu'en inhibant ce produit-là, on arrive à restaurer la fonction myocardique. Donc une fois encore, je vous ai dit, ça a l'air d'être de la science-fiction, mais on y va tout doucement avec un anticorps qui a déjà été testé chez les patients pour l'adrénoméduline, et le DPP3, ça sera prêt pour l'année prochaine. Quand on est revenu à Adrenos 2 et qu'on a réanalysé les données en faisant attention à ce deuxième biomarqueur, donc le DPP3, on a vu en fait que les résultats étaient encore plus spectaculaires chez les malades qui avaient un DPP3 qui était bas, puisque effectivement, si vous éliminez les malades qui ont un DPP3 élevé, vous éliminez les malades qui meurent quoi qu'il arrive. Et en fait, la mortalité est également, la différence de mortalité est également encore plus spectaculaire chez les malades qui ont un DPP3 qui est normal ou bas, avec un effet de l'adrénexumab qui est encore plus spectaculaire. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on combine les malades qui ont eu le traitement le plus tôt possible, c'est-à-dire, regardez ici, dans les toutes premières heures, vous voyez que cet effet est encore plus spectaculaire, renforçant le fait qu'en réanimation, il faut vraiment aller très très vite et donner des traitements le plus tôt possible. Et donc, il y a une étude qui va démarrer en tout début d'année prochaine, qui s'appelle Anchorage Trial, qui va utiliser 2 biomarqueurs, donc un bioADM élevé qu'on va moduler, mais surtout un DPP3 qui va rester bas pour pas qu'on recrute des malades qui meurent, quel que soit le traitement qu'on leur donne. Donc les principaux messages, c'est qu'effectivement, nous faisons de la médecine personnalisée tous les jours, même si c'est encore un peu imprécis. Les recommandations des sociétés savantes, comme vous voyez avec les algorithmes, c'est de nous guider encore plus dans la médecine personnalisée, et que possiblement la biothérapie va nous aider dans les années qui viennent pour confirmer la place de la médecine de précision aux urgences et en réanimation. Merci beaucoup. Bien, merci beaucoup pour cette excellente présentation. Je suis certain qu'il y a des questions dans la salle. Qui va déjà dès lundi utiliser le Diamox dans l'OAP? Lève la main. Pas les autres? Vous n'aimez pas vos malades? Alors moi, j'avais justement une question par rapport à ça. J'ai eu la chance de lire uniquement le résumé de ce travail et pas l'article en entier. J'ai eu la flemme de chercher l'article complet. C'est juste une précision par rapport à la population. J'avais cru comprendre que il n'y avait pas les OAP hypertensifs, ou alors je me trompe peut-être? Non, il y avait de tout. Voilà, c'était tous les OAP, quelle que soit la cause. Oui, en fait, si on reste 30 secondes sur l'insuffisance cardiaque aiguë, il y a eu 2 gros papiers, et on a un éditorial dans European Heart Journal avec une très belle figure qui, j'espère, va être reprise vraiment par tous les services d'urgence et de réanimation. En fait, les 2 avancées dans l'OAP, la première, c'est qu'il faut associer dans les 3 premiers jours le Lasix et l'acétazolamide pendant les 3 jours en IV. Ensuite, on enlève la perfusion du malade, on lui donne Péros, une combinaison qui est une combinaison SGLT2 et diurétique. Parce que ça, c'est l'étude Impulse qui a montré que quand on rentre
en l'occurrence, là, c'est l'impagliflozine, mais dapagliflozine a montré le même résultat. Quand vous donnez les glyphosines chez un malade qui est rentré pour un OAP, quelle que soit la fraction d'éjection, si vous le donnez la veille ou l'avant-veille de sa sortie et que vous le gardez pendant 3 mois, eh ben, la diurèse continue, le poids du corps continue à baisser et tous les résultats de décongestion sont positifs. Donc il y a vraiment, on a fait un schéma où on montre vraiment ce qu'il faut faire dès la première minute et dans les jours et semaines qui suivent l'arrivée du patient. Moi, j'ai bien sûr plein de questions, mais c'est un peu biaisé. Hein. Ah ben moi, je dirais que tu n'as qu'à refaire tes études. Alors non, j'ai des questions sur l'avenir, donc c'est pas très grave. Non, justement, si on parle à la fois de l'insuffisance cardiaque et du sepsis, donc les deux qui ont été montrés, c'était des entités cliniques qui sont extrêmement hétérogènes. Et on voit bien d'ailleurs que les précédents essais cliniques ont montré des non-significativités sur peut-être des super bons concepts, mais peut-être que les études n'étaient pas conçues de façon adaptée. Est-ce qu'avec ce concept de médecine de précision et de biomarqueurs, on va pouvoir affiner ça et faire de la médecine de précision, entre guillemets, dès l'essai clinique? Est-ce qu'il faut qu'on les conçoive différemment? Comment on peut faire? En fait, on revient à ce que disait Nicolas tout à l'heure. La difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est que dès qu'on imagine une étude clinique et que les critères d'inclusion ne sont pas hyper précis sur une population, donc on a ce qu'on appelle le bruit de fond qui dépasse le signal. Le signal ne peut pas sortir si vous avez des malades hyper hétérogènes. Et c'est probablement dans nos métiers, en tout cas en réanimation, la difficulté qu'on a eue pendant des années, c'est qu'on n'avait pas une manière de faire les choses. Pour l'étude Adrenos 2, par exemple, je vous donne un scoop parce qu'on ne l'avait pas publié, mais on va sortir le travail là, en début de 2023. Rien qu'en utilisant le seuil d'adrénoméduline, donc je vous rappelle que c'est Pierre-François Laterre, c'est que des services qui savaient ce que c'est un état de choc septique. Donc on leur a dit, voilà, vous ne recrutez que des malades qui dépassent 70 picogrammes. Mais avant de faire ça, on leur a dit, vous regardez l'examen clinique. Et bien 30% des malades, les réanimateurs auraient mis leurs 2 mains à couper que c'était des états de choc septique et les auraient recrutés dans toutes les études qui ont existé jusqu'à Adrenos 2. 30% des malades. On dose l'adrénoméduline, il est en dessous de 70. Et c'est des malades qui ont une mortalité beaucoup plus faible, dont la noradrénaline a été arrêtée pour le plus souvent dans les 24 heures et les types ont quitté la réanimation. Donc en fait, ça prouve bien que les signes cliniques qu'on utilise aujourd'hui pour la définition d'état de choc septique, en fait, ils ne sont pas parfaits, on le sait, mais ça tue des études cliniques. Et je trouve que c'est un concept super important, c'est qu'effectivement on peut guider maintenant par les biomarqueurs et on peut concevoir comme l'étude d'Adrenos 2 et puis encourage des études qui vont être drivées par les biomarqueurs et donc bien sélectionner les malades de façon précise et aboutir à des algorithmes extrêmement précis. Et Cocorico, c'est des études françaises. Alors moi j'ai une dernière question. Moi j'ai été très intéressé par ce dosage de DPP3. Je trouve les résultats incroyables. À partir de quel moment de la prise en charge du patient il faudrait envisager de travailler sur ce taux de DPP3? Il faut demander à Alice. Moi, je dirais dès le début et faire des prélèvements sériés parce qu'on voit effectivement aussi bien l'adrénoméduline que DPP3, que l'évolution dans les premières heures ou dans les premiers jours, ça a un impact pronostic majeur. C'est-à-dire qu'un patient qui normaliserait son taux d'adrénoméduline ou de DPP3 a beaucoup plus de chances de survivre en fait qu'un patient qui va continuer à s'aggraver ou qui va rester au même niveau, donc en fait qui continue à s'aggraver. Et donc ça va nous permettre en fait d'identifier les patients sur lesquels on doit vraiment intensifier notre prise en charge pour améliorer leur pronostic. Et ça pourrait avoir aussi une implication sur le personnel à mettre en place sur ces patients, peut-être l'allocation des ressources humaines, des choses comme ça. Donc ça peut avoir vraiment beaucoup d'implications tout ça. Donc des prélèvements sérieux et précoces. Donc si je comprends bien, dès l'identification des malades, on peut se poser la question. Oui, probablement même déjà dès l'étage, commencer à doser, parce que comme dit Alice, en fait les variations sont vraiment spectaculaires. Et l'anticorps, Alice est la première personne au monde à avoir eu l'anticorps qu'elle a testé sur un animal qui était fatigué. Elle a vu le cœur rebondir et revenir à la normale. Et aujourd'hui, J'ai cru que j'avais fait un bolus de noradré par erreur. Non, c'est spectaculaire, c'est vraiment inimaginable. Et pourtant, je suis dans le métier depuis un moment. Ça existe ce concept de myocardial depressant factor, on l'a tous vu, on n'en était pas convaincu ou convaincu, mais aujourd'hui, c'est sûr et certain, c'est qu'il y a une protéine dans le sang qui entraîne un effet dépressif myocardique et dont il faut arrêter cet effet négatif.
Une dernière question peut-être ? On ne vous a pas beaucoup entendu. À Montpellier, vous allez faire Diamox dès lundi pour les OAP. Et en fait, il n'y a aucun problème de safety. Le potassium, le bicard et tout, rien ne bouge. Et on présente à l'AHA dans quelques semaines une analyse où on a regardé en fonction du taux de bicard. Et quand les bicards sont très élevés, ça marche encore, c'est encore plus spectaculaire. Le rationnel, en fait... Ouais. Ouais. Le rationnel, c'est que très probablement ces malades qui sont en train de devenir congestifs, d'abord il y a un rationnel clair qui n'est pas clair dans la tête de tout le monde, mais que ne font l'OAP que des malades qui ont une dysfonction rénale. Je dis et je répète, moi, Alexandre Mébaza, je ne peux pas faire un OAP. Moi, tu me fais boire 2 litres, 3 litres, je les pisse. Donc en fait, il faut un fond de défaillance rénale et donc de stimulation neuro-hormonale. Deuxièmement, les deux agissent sur 2 sites différents, puisque le Diamox agit plutôt dans le proximal, l'autre agit plutôt en distal. Et justement, dans un des articles qu'on est en train de préparer, on est en train d'expliquer en plus les variations de pH intracellulaire en combinant les deux par rapport à un seul. Mais quand tu liras le papier de England et vous le lirez, il y a beaucoup plus d'urine qui sort, beaucoup plus de sodium qui sort. Donc c'est vraiment hyper spectaculaire. Je vais le lire sur le train du retour. Là, pour rester sur le Diamox, parce que ça fait quand même beaucoup de bruit, j'ai eu l'occasion d'en discuter avec le professeur Nicolas Péchanski, qui est à Rennes maintenant, qui me disait qu'il y a 20 ans, il faisait ça au Népal sur les OAP d'altitude et que ça marchait très bien. Oui, c'est d'ailleurs la seule... Ce qui est incroyable, c'est que... Donc, ça fait 5 ans qu'on travaille sur ce protocole, que moi, du coup, j'ai un peu regardé en France et dans les pays environnants qui en fabriquent. Il y a beaucoup de pays en Europe qui n'ont pas le Diamox en IV. Et le truc, ou les compagnies qui en fabriquent, c'est effectivement la première indication, c'est ça, c'est le mal des montagnes. Mais sinon, et c'est pour ça qu'il y a un peu de comprimé, mais il y a quasiment pas, très peu d'IV. Et la France, on a la chance, on en a. Mais là, il va falloir en fabriquer très vite, parce que c'est, une fois encore, c'est la seule première étude positive dans l'insuffisance cardiaque aiguë. Eh bien, merci beaucoup. On va conclure cette session. Merci à tous les orateurs et merci à vous d'être restés tard. On a eu beaucoup de choses, donc notamment du monitorage, de l'optimisation respiratoire et de la médecine personnalisée. C'était une très belle session. Merci à toutes et à toutes et bonne fin de congrès. Merci encore pour ces très très belles présentations et bonne fin de congrès à tous.